Donc, Marie-Allais, nous allons commencer par vous. Vous êtes apicultrice en Haute-Vienne. En tant Oui, c'est ça. qu'agricultrice, membre d'un groupe de développement, vous vous êtes formée pour apprendre à mieux vous connaître. Quelles sont les formations que vous avez suivies? Alors, tout d'abord, j'ai commencé par une formation en PNL, programmation neurolinguistique, avec Jean-François Mathieu. Puis, j'ai fait une formation en EFT, émotionnel fruit technique, avec Nathalie Pichon. Et enfin, j'ai fait l'énéagramme avec Élise Debord. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur chacune des trois? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu qu'est-ce qu'elles vous ont apporté chacune? Alors, ces formations m'ont appris à mieux me connaître, à découvrir mes forces et mes faiblesses cachées. Du coup, ça permet aussi de mieux comprendre le comportement des autres. Ça leur fait découvrir des outils qui permettent de prendre du recul par rapport aux événements et à avancer sur les objectifs que je me suis fixés. La formation qui a vraiment tout déclenché, c'est la PNL. À ce moment-là, j'avais des difficultés familiales et cela m'a permis de surmonter ces événements et de déterminer mon principal but dans la vie. Et diriez-vous que mieux se connaître permet de prendre de meilleures décisions au quotidien? Absolument, parce qu'en sachant qui je suis et ce que je voulais réellement, je me suis décidée à faire une formation sur une année en Feng Shui et en géobiologie pour ensuite me mettre à mon compte. Cela permet de prendre des décisions par rapport à soi, ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, et pas en fonction de ce que les autres attendent de nous. D'accord. Et est-ce que vous avez un exemple de, par exemple, une décision que vous avez pu prendre du fait que vous connaissiez mieux? Alors, ça m'a permis d'adopter une bonne attitude en cas de conflit, de prendre du recul par rapport à ses émotions, de les accueillir, de les observer sans les combattre. Et puis de les laisser passer, souffler, toujours en se rappelant le but que l'on veut atteindre. Je me dis également que tout ce qui m'arrive n'est pas un hasard, et c'est certainement que j'ai quelque chose à travailler sur moi. Aujourd'hui, j'aborde les événements avec beaucoup plus d'humour et plus de légèreté. Très bien. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose? Oui. Tous ceux qui sont dans ces démarches-là et qui mettent réellement en place ce qu'ils ont appris peuvent avancer plus facilement. Si plus de personnes faisaient ces formations, la vie leur semblerait de plus en plus belle. Pour ma part, cela me donne envie de transmettre ce que j'ai appris et de mettre en avant tous les avantages que cela me procure. Par contre, lorsque l'on décide de faire ces formations, je dirais qu'il faut vraiment s'y plonger complètement, sans se cacher, sans être spectateur, mais avec son être tout entier. Sinon, ça reste vraiment intellectuel et cela n'a aucune efficacité. Merci. Quand vous parliez de la formation, donc vous avez cité PNL, EFT et Énéagramme, est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 mots pour décrire pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas ce monde-là? Alors, la PNL, bon, je pense que Jean-François en parlera beaucoup mieux que moi. C'est vraiment connaître notre façon de nous exprimer et ainsi apprendre à mieux communiquer et percevoir aussi comment les autres communiquent aussi. Et c'est vraiment prendre du recul. Moi, je dirais que la PNL m'a vraiment appris à prendre du recul, pas tout prendre de plein fouet. Les exercices qu'on fait en EFT aussi, ça permet de faire remonter ses émotions et puis de trouver un petit peu parfois le bénéfice secondaire quand on veut pas lâcher certaines choses. C'est vrai qu'il y a des comportements qu'on a, qu'on continue à faire, on sait que ça fait mal, mais c'est des comportements qu'on connaît, alors on n'ose pas toujours franchir le cap à réagir autrement. Pourtant, quand on se permet d'aborder les choses différemment, ça libère beaucoup de choses en fait.
Et puis, l'énéagramme, c'est vraiment connaître, il y a 9 personnalités types. C'est savoir à quelle personnalité on correspond, connaître nos faiblesses, pouvoir évoluer, accepter ses faiblesses, mais pouvoir rebondir par rapport à elles, et puis de comprendre aussi le comportement des gens qui sont autour de nous par rapport à leur type d'énéagramme. Très bien. Merci Marie. Du coup, vous avez parlé de la prise de recul à plusieurs reprises. C'est pour vous la base pour prendre des bonnes décisions au quotidien? Oui, tout à fait, parce que moi, ça m'arrive parfois, par rapport à certains événements, d'avoir une première réaction comme ça, puis après, je prends du recul, je me regarde comme si j'étais quelqu'un d'autre, puis je me dis, mais t'es vraiment bête, ma pauvre fille. C'est comme si je m'observais de l'extérieur, et ça me permet de rebondir plus facilement. Très bien, merci Marie pour votre témoignage. Nous allons maintenant donner la parole à notre invité suivant, Philippe Decorne. Philippe, vous êtes dans la Marne et vous avez notamment un salarié sur votre exploitation. En tant qu'agriculteur et membre d'un groupe de développement, vous vous êtes formé pour apprendre à mieux vous connaître. Quelles sont les formations que vous avez suivies? Dans un premier temps, c'est un peu dans le désordre. J'avais suivi 2 jours à Paris avec Pierrette Desrosiers, qui était une psychoach canadienne, québécoise. Dans la Marne, j'avais suivi avec Tram donc une formation qui s'appelait Mieux vivre son métier. Ensuite, j'avais refait une formation de 2 jours avec Cécile Foisset dans la Marne qui s'appelait Mieux travailler ensemble. Et puis l'an dernier, avec la MSA, j'ai fait une formation plus liée en liaison avec l'ergonomie qui s'appelait Cultiver son bien-être au travail, en liaison avec l'ergonomie. Et après, j'avais suivi 2 petits cursus, un sur la communication, communication en général, et puis communication assertive, et puis sur la gestion de son temps de travail. Ça, c'était avec mon GEDA sur un après-midi, quoi. Voilà. C'est un peu les formations que j'ai suivies. Ben, j'en oublie peut-être, mais bon, depuis 5-6 ans, voilà. Vous avez parlé de communication assertive. Est-ce que vous pouvez nous dire 2-3 mots sur cette communication? Ça veut dire communiquer, c'est apprendre à mieux communiquer dans le respect de l'autre, être beaucoup plus à l'écoute, essayer de sortir des jugements de valeur pour essayer de mieux capter le message de l'autre. Je sais pas comment on pourrait dire, c'est le fait d'avoir une communication mieux équilibrée avec les autres. C'était fait par un médecin dictologue sur la région, Francis Join, c'est une formation que j'ai fait ça avec la MSA. D'accord. Voilà. Et quels étaient vos buts, vos ambitions quant à votre participation à ces formations? C'était découvrir ma façon de fonctionner, mieux me connaître pour essayer de prendre des décisions plus adaptées. Ou en tout cas, comme disait Marie avant, pas prendre des décisions à l'emporte-pièce qu'on regrette par la suite, quoi. C'est-à-dire un peu ce que Marie disait, de prendre du recul par rapport aux situations, et puis prendre le temps de la réflexion jusqu'à ce qu'on ait l'impression d'avoir pris en fait la bonne décision, pas une décision sur un coin de table, quoi, en fait. Et est-ce que par rapport à votre projet professionnel, ces formations vous ont aidé? Je pense que le souci que j'avais, j'ai été éleveur pendant une vingtaine d'années, j'ai arrêté il y a 7-8 ans, c'était aussi d'être plus serein, plus calme dans son métier, quoi. Parce que, bon, quelque part, au bout d'un moment, vivre à 100 à l'heure et puis avoir des ennuis qui arrivent tous les jours, au bout d'un moment, ça va plus. Donc, peut-être se recentrer sur l'essentiel, peut-être aussi dans le métier, se recentrer peut-être à la limite sur ce qui amène du revenu, et puis les autres activités, on les enlève, et puis voilà. Je pense que c'était ça. Parce qu'en fait, on se disperse sur plein d'activités, on est chef d'exploitation ou chef d'entreprise, tout simplement. On a le droit de se disperser sur plein d'activités, on peut en rajouter, et c'est un peu ce que disait aussi quand je parlais de la MSA, ça s'appelait, si on parlait du métier, si on parlait, je ne sais plus quel était l'intitulé,
Mais c'était le fait de dire qu'on a plusieurs casquettes en tant que chef d'entreprise, on est exécutant, cadre et dirigeant. Et en fait, on peut très bien se prescrire des choses énormes à faire et qu'on n'est pas capable de faire, ou pour lesquelles on n'a pas le temps ni l'envie de le faire, quoi. Voilà, donc oui, ça s'appelait Si on parlait du travail, c'était fait avec Madame Voisin, je crois, qui était ergonome. Ce film-là, je pense que ça doit vous dire quelque chose. Oui, et si on parlait travail, oui, c'est partout en France qu'il y a eu des projections de ce petit film, ouais. Et c'est les formations que vous avez suivies qui vous ont permis de prendre ces décisions successives, arrêter l'élevage, moins se disperser? Je pense pas que, mais ça m'a aidé beaucoup. Surtout, ce que j'avais bien apprécié, c'était donc la formation qu'avait proposée Cécile Foisset, Mieux travailler ensemble, où on avait, c'était un jeu de cartes anglais, je crois, sur lequel on avait déterminé, on déterminait à l'aide de ces cartes les forces que l'on avait ou que l'on aimait exercer en fait. Et le fait de connaître ces forces, c'est ce qu'elle nous disait, on est bien que si on exerce ces forces-là, et si on les connaît pas, éventuellement, on peut être fonctionner dans un autre registre où finalement on n'exerce pas les forces qui sont en nous, quoi. Et en fait, on s'y retrouve pas au bout d'un moment dans notre métier, quoi. Mmh. D'accord. Diriez-vous que mieux se connaître permet de prendre de meilleures décisions? Oui, je pense que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, un peu le fait de prendre son temps et de prendre du recul dans la prise de décision. Ou en tout cas je dirais pour les décisions importantes où il peut y avoir un virage sur l'exploitation. Moi, j'avais fait aussi une démarche stratégique que j'avais fait avec mon centre de gestion, mais qui s'inspirait des formations des 3 jours des présidents, un peu que j'avais fait avec Tram. Donc c'est à ce niveau-là que ça permet peut-être aussi quelque part de chercher les bons interlocuteurs par rapport aux soucis qu'on a. Ça ne veut pas dire qu'on va absorber et prendre pour argent comptant ce qu'on va entendre, mais ça permet d'avoir des avis différents sur un sujet. Et puis, quand on a les différents avis et en y laissant le temps, je pense qu'on trouve la solution qui nous correspond, quoi, ou la décision qui nous correspond. Pas prendre une décision parce qu'il y a quelqu'un qui passe et qui a quelque chose à vendre et puis qui vous dit faites comme ci, comme ça, et puis finalement la décision, il s'avère qu'au bout de quelques années, c'est pas du tout la bonne, quoi. Ok. Donc prendre du recul, prendre le temps et solliciter votre environnement. Voilà. Ça fait partie des quelques forces qui avaient été identifiées quand j'ai fait ces formations-là. J'avais le fait de la capacité à rebondir, qui était ça je m'en étais plus ou moins aperçu le fait que j'avais des obstacles. En fait, souvent je trouvais des solutions et je suis mieux après qu'avant. Bon, après, c'est pas pour ça que je préfère quand même pas avoir trop d'obstacles sur mon chemin, quand même, c'est du moins d'obstacles, de soucis, quoi, en fait. Et puis après, dans les autres forces, c'était le fait aussi, oui, j'avais cette capacité-là à trouver les personnes compétentes sur les sujets où je me posais des questions, quoi. Comme je dis, je prends les avis, après, c'est moi qui prends la décision, c'est pas eux, mais voilà. Ouais. Ok. Et donc vous avez un exemple à nous donner d'une fois où vous avez dû prendre une décision et que le fait de savoir comment vous fonctionnez, mieux vous comprendre, ça vous a aidé? J'ai eu l'exemple, par exemple, j'avais un litige sur une extension de déchetterie où il devait prendre dans ma parcelle. Donc j'avais jamais été confronté à cette situation-là, donc la situation se tendait de plus en plus. Bon, j'avais eu connaissance d'une personne qui était médiatrice, que j'avais utilisée au niveau de la stratégie, en fait, sur mon exploitation, et donc en fait je l'ai contacté, et puis j'ai discuté du souci que j'avais, et donc ça m'a aidé à prendre la décision, quoi, de pas aller plus loin et puis d'éteindre l'incendie, parce que ça allait être plutôt tendu, quoi. Donc j'ai préféré laisser tomber plutôt que de partir dans des procédures auxquelles me conduisait la commune, quoi, en fait. Voilà. Ok, donc voilà, ça revient sur l'idée de s'entourer, aller chercher les compétences chez les autres quand on les a pas chez soi. En tout cas, je dis pas que je les ai pas, mais en fait, on s'enferme. C'est un monologue, on se parle à soi-même pour trouver la décision, donc en fait,
c'est pas forcément la bonne solution parce que il y a que nous pour la partager, quoi. Effectivement. Et pensez-vous que le bien-être soit genré, qu'au niveau des femmes, des hommes, il y ait des différences? Ce que j'avais vu, c'était la formation qu'on avait fait Mieux vivre son métier avec Tram à Châlons-en-Champagne. La principale différence, bon, c'était une formation pendant laquelle on avait fait des exercices de respiration, etc. Et en fait, j'en ai rediscuté avec d'autres personnes il n'y a pas longtemps, et c'est vrai ça doit être genré, le bien-être, dans le sens où un homme, il va peut-être pas partager ses souffrances ou ses interrogations avec son entourage. Et en tout cas, on va pas faire les exercices pour... si je sais pas, une femme qui a des soucis, elle va se dire, j'essaie de faire du yoga, du sport ou des choses comme ça. Et moi, je parle dans mon cas, moi, j'aurais pas tendance à en parler tant que ça, ou à l'exprimer, et pas forcément à faire des exercices, soit de respiration, de sport, de yoga à côté pour aider à se détendre, quoi. Et puis, je pense que le bien-être, il doit être genré dans le sens où je pense qu'un homme agriculteur, on a peut-être moins tendance à séparer, du moins je parle pour des gens peut-être qui ont de la cinquantaine ou plus, hein, moins pour des jeunes, mais des jeunes agriculteurs, mais à ne pas suffisamment séparer le travail et la famille, ou à ne peut-être pas, quelquefois, pas laisser assez de place pour la vie de famille au détriment du travail, quoi. D'accord. Et vous pensez que les femmes, elles, pour le coup, elles attachent plus d'importance à cet équilibre vie personnelle, professionnelle? Oui, voilà, c'est ça en fait. Et puis je pense qu'elles font soit elles s'entourent, ou elles voient des copines ou à l'extérieur, etc., pour un peu en parler, alors que nous, peut-être pas forcément en tant qu'agriculteurs. Et voilà, pour échanger sur les soucis qu'on peut avoir ou le mal-être quand il peut y en avoir, quoi, voilà. Oui. Ok, merci Philippe pour votre témoignage. Je vais maintenant donner la parole à notre dernier invité, Jean-François Mathieu. Donc vous êtes éleveur en Corrèze et formateur en PNL, donc la programmation neurolinguistique dont Marie Allais a commencé à nous parler. Et bien, première question, c'est qu'est-ce que la PNL et comment vous l'utilisez, cet outil, pour accompagner les agriculteurs? Non. En fait, la PNL, c'est un outil à la base, un outil de thérapie brève. Hein. C'est quelque chose qui a été développé par un mathématicien et un linguiste. La PNL part du principe que face au même fait, face au même événement, si on met 10 personnes, ces 10 personnes-là vont avoir 10 manières de vivre l'événement. Et dans ces 10 personnes, il y a des personnes qui vont arriver à leur fin, malgré l'événement, qu'il soit triste ou heureux, voilà, et d'autres qui vont vouloir agir sur l'événement. Voilà. Alors le principe de la PNL, c'est un fait reste un fait. Voilà. Ce qui arrive, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de... quel est l'autre terme qu'a utilisé Philippe tout à l'heure? Échec ou... bon, peu importe. L'échec n'existe pas. Il n'existe que des faits. Voilà. Il manque 120 mm de pluie ce mois-ci. Mon fils vient de décéder. Voilà, tout ça, aux yeux de la PNL, aussi grave soit l'événement, voilà, ça reste un fait. Et le principe de la PNL, c'est que nous avons, finalement, on ne nous l'apprend pas à l'école, mais nous avons tout le pouvoir de lire ce fait, de percevoir ce fait, de manière à s'engrandir à chaque fois. Voilà, la base de la PNL, c'est ça. La vie est constituée de faits. Nous sommes entourés de faits pendant toute une journée, amener les enfants à l'école, payer ses factures, tout ça, ce ne sont que des faits. Et derrière, nous avons le libre arbitre total de la manière dont nous allons vivre tout ça. Voilà. Et la PNL, en fait, c'est une technique qui permet d'agir sur le changement de ses lectures, le changement de ses perceptions, de manière à tendre toujours vers une situation qui nous amène vers davantage de bonheur, de plaisir, enfin, toutes ces émotions qu'on recherche, en fait. Et comment vous utilisez cet outil pour accompagner les agriculteurs? Alors, je tiens à dire que je n'accompagne pas que les agriculteurs. Et c'est ça qui est vraiment formidable, c'est d'arriver à mettre dans la même salle des agriculteurs, des médecins, des infirmières, pour essayer de leur faire comprendre qu'avant d'être titulaire d'un métier, on n'est juste que des êtres humains. Et que l'on gagne 10 000 € par mois ou qu'on soit au RSA,
ce qui est commun à nous tous, c'est nos émotions et notre manière de les lire. Voilà, donc sur le principe, je tiens juste à vous dire que je ne travaille pas avec des agriculteurs, je travaille avec des êtres humains. Voilà, c'est un changement de lecture qui a été important pour moi. Et ensuite, donc le principe de formation, c'est que je détiens pas la vérité absolue. Et ma volonté, c'est d'aider les gens à changer leur angle de vue, à changer leur focus, à changer leurs croyances, de manière à ce que les nouvelles croyances installées, les nouveaux programmes automatiques de lecture de vie, correspondent à leurs désirs à eux. Voilà, il n'y a pas dans les cursus que j'organise, s'il y a 20 participants, eh bien les 20 participants vont construire leur nouvelle manière de lire la vie, celle qui leur conviendra. J'ai pas une formule magique pour tout le monde, mais la force peut-être de mon approche, c'est de considérer qu'on est 7 milliards et demi sur Terre et qu'on est 7 milliards et demi d'individualité et qu'il y a 7 milliards et demi de vérité. Et c'est d'aider chacun des participants à trouver sa nouvelle lecture de vie, sa nouvelle vérité de vie et de travailler à sa propre autonomie. Je cherche absolument pas à être le gourou de qui que ce soit, au contraire. J'essaye de créer 7 milliards et demi de gourous autonomes. Voilà. Très bien. Et comment la gestion des émotions, vous en parliez tout à l'heure, peut aider ou freiner au contraire la prise de décision? Alors, comment vous abordez ça? Nos émotions, en fait, c'est quelque chose qui est intérieur à nous, qui est interne. On n'a jamais, la jalousie nous a coupé la route en allant faire les courses. Voilà. C'est quelque chose qui nous appartient. Et dans ma logique à moi, dans ma vérité à moi, chacune des émotions est issue, alors la colère, la joie, est issue de notre système de pensée. D'abord, on a des pensées. Ces pensées-là, au niveau de notre système neurologique, créent des sécrétions hormonales, électriques, enfin, qui vont déclencher une émotion dans nous. Et cette émotion, d'une fois que le système hormonal a fait son effet, si je suis envahi d'adrénaline, voilà, je vais avoir beaucoup de mal à avoir un comportement posé et donc à trouver une solution durable, la plus adaptée au moment. Voilà. Donc l'idée, c'est par le biais de la PNL et de toutes les autres techniques. Marie a parlé d'EFT. Enfin, il n'y a pas. Moi, je suis pas raciste. Hein. Je vous parle de PNL parce que c'est ce qui a été le plus frappant dans ma vie et qui correspond le mieux à ma manière très simple de vivre. Et donc, l'idée, c'est vraiment, si je gère mes pensées, je vais gérer biologiquement ce que je sécrète. Et si je gère biologiquement ce que je sécrète, je vais avoir un comportement qui va être beaucoup plus adapté au résultat que je vise. Alors que, inversement, ça nous est tous arrivé, même probablement à vous, Céline, de dire « Punaise, si j'avais su, j'aurais pas fait comme ça. » Ou « Ça a été plus fort que moi. » Non, ça vous est jamais arrivé, ça, Céline? Non, absolument pas. Voilà. Et donc, dans ces moments-là, où on est tous pris par un « mais ça a été plus fort que moi », non, personne n'est plus fort que moi. C'est que le système de croyance que j'ai installé depuis petit, là, eh bien, il m'a fait réagir comme ça. Et donc, après coup, je me rends compte que j'ai eu un comportement inadapté au résultat que j'ai visé. Donc, la PNL, et je vous dis, ça ne se limite pas à la PNL, toutes les techniques de thérapie brève sont bonnes. C'est juste à chaque personne de trouver le thérapeute avec qui le feeling passe, la méthode avec qui le feeling passe, voilà. Je suis pas du tout raciste là-dessus et je tiens à le répéter. L'idée, c'est vraiment de travailler sur nos programmes automatiques. Voilà. Notre cerveau est un ordinateur qui réagit beaucoup avec des automatismes. Et dès l'instant où on a repéré un programme automatique obsolète, eh bien, c'est de le démonter, d'en réinstaller un autre. Voilà. C'est très, très mécanique, la PNL. Voilà. Est-ce que si je résume, c'est qu'en fait, vous disiez donc notre journée est constituée de faits, nous allons interpréter ces faits, ce qui va générer une émotion, qui va nous provoquer un comportement, et donc on aura un résultat au final. Et qu'en fait, il faudrait agir, l'idée c'est pas de gérer ses émotions, mais c'est d'agir avant que l'émotion elle arrive, et donc de travailler sur l'interprétation, donc notre lecture du monde. Exactement. Et je tiens à le redire.
une émotion, qu'on le veuille ou non, ça ne se gère pas. Ça ne se gère pas. C'est dites, enfin, je sais pas, on parle, on aura peut-être un public agricole, mais si je pique une truie pour le faire venir en chaleur et que je lui dis ne viens pas en chaleur, c'est foutu. Et nous, alors excusez-moi, le parallèle est un peu basique, mais dès l'instant où hormonalement notre système nerveux, notre cerveau a fait sécréter, je sais pas, l'adrénaline, les endorphines, quand c'est parti, c'est parti. Donc, comme vous venez de le souligner, il est évident qu'une émotion, et comme l'a souligné Marie dans son intervention, une émotion, nous n'avons pas d'autre choix, nous, êtres humains, quand elle arrive, que de l'accepter. Point. Par contre, en préventif, il est possible, lorsque, je sais pas, je pense à la jalousie, qui a été très longtemps un problème pour moi, tant que j'ai voulu agir sur la jalousie, j'ai promis à mon ex-épouse de plus jamais être jaloux. Et combien de fois sauf que dans la vraie vie, c'est impossible. Alors que si vous travaillez sur comment je m'y prends pour être jaloux, et d'où ça vient que je suis jaloux. Voilà, parce qu'en fait, c'est nos peurs passées qui nous font aujourd'hui avoir des automatismes obsolètes. Et bien, dès l'instant où on change la lecture, ce que vous disiez, je vois ma compagne faire une bise à un inconnu, je change ma lecture en me disant écoute, c'est vraiment sympa, voilà. Derrière, je peux pas ressentir jalousie. Si je garde la lecture, oh là là, elle va me tromper, derrière, je vais ressentir la jalousie et je vais avoir un comportement totalement inadapté à cette jolie soirée qui se préparait là. Voilà. C'est très simple et c'est ce que vous venez de dire. Le seul levier d'action, c'est sur la lecture, et quelle que soit la thérapie que l'on fasse, une psychothérapie de 6-7 ans ou des thérapies brèves de 2, 3, 4 rendez-vous, c'est là-dessus qu'on agit, sur notre manière de lire les événements. Très bien. Et qu'est-ce qui pourrait être mis en place par les conseillers, il y en a certainement qui nous écoutent, pour mieux accompagner les agriculteurs ou les salariés agricoles? Oula. Alors vous parlez à un technicien agricole repenti là. Donc oui, il est évident, je tiens, pour adoucir tous les propos qui vont suivre, je tiens à dire que je ne tiens pas la vérité. Voilà. Ce que je vais dire là, c'est juste ma vision à moi. Moi, en tant que technicien agricole, tant que j'ai été victime de mes automatismes d'enfant, c'est-à-dire à tout prix avoir la solution pour les autres, à tout prix avoir raison, parce que je vais être un peu vulgaire, mais on est naturellement préparé à faire des concours de cons, quoi. Voilà, à toujours chercher à avoir raison. Eh bien, tant que mes peurs ont dicté mes actes, j'ai été le technicien agricole qui cherchait les solutions pour les agriculteurs. Voilà. À croire que les agriculteurs sont tous idiots et qu'il faut tout leur servir sur un bateau. Alors que c'est la découverte de la PNL m'a bien fait mettre l'accent sur non, l'idée, c'est d'aider les gens à trouver leurs solutions. Et ça a été une révolution totale dans ma manière de conseiller. Donc, ne pas s'arrêter à la demande de la personne, mais qu'elle soit agricultrice, cette personne, ou docteur. Voilà, ne pas s'arrêter à la demande, mais vérifier le besoin. Voilà, aller voir derrière ce qui se cache, et derrière, aider la personne à trouver ses solutions pour répondre à ce besoin-là. Voilà, moi, c'est la seule croyance sur laquelle je m'appuie vraiment, et sur laquelle je conseillerais tous les aidants, qu'ils soient conseillers agricoles, qu'ils soient aides-soignants. Voilà, c'est vraiment aller derrière la demande, vérifier le besoin, et avant tout, travailler sur soi pour voir ses propres limites, de manière à plus se sentir obligé à trouver les solutions pour les autres, de manière à pouvoir affronter des silences lorsqu'on aide quelqu'un. Voilà. Mais une nouvelle fois, je vous dis, je n'ai pas la science infuse. C'est ma petite vérité à moi qui me va bien. Mais c'est pour ça qu'on vous invitait, pour avoir votre petite vérité à vous. Merci Jean-François pour votre témoignage. Voilà, donc comme prévu dans le programme, nous allons maintenant poser les questions des auditeurs, si nous en avons. Elsa, as-tu reçu des questions? Pardon Céline, tu me parles? Je suis en train d'activer mon micro. Oui,
je te demandais si tu avais reçu des questions, si tu en avais Oui, reçu. oui, Voilà. oui. Donc c'est bon. Oui, j'ai eu des questions, hein. Alors du coup, on commence par la première question. Bertrand de Torcy voulait savoir, donc j'aimerais savoir si les formations dont parle Marie étaient réservées à des agriculteurs ou si le public était plus large. Et dans ce cas-là, si jamais le public était plus large, qu'est-ce que cette hétérogénéité a apporté? Non, ce n'était que des agriculteurs, des agricultrices. Ok. Merci Marie. Mais si je peux me permettre, Céline, Oui. je peux donner juste en complément à la réponse de Marie, pour cet auditeur, le fait d'avoir dans la même salle, je prends souvent cet exemple-là, du docteur à l'agriculteur. Ça permet vraiment très très rapidement de rompre, de casser des croyances, casser des certitudes. Lorsque vous avez, voilà, je prends l'exemple, un exemple très, très, très précis. La première fois que ça s'est passé dans un groupe, un agriculteur qui, après le témoignage d'un to-be là, qui s'est effondré en larmes en racontant qu'il était au bout de sa vie et pourtant à 12 000 euros par mois, la prise de parole de l'agriculteur en face, il dit c'est pas possible, mais non, mais pas vous. Dès l'instant où la croyance que l'on peut transporter, c'est si j'avais l'argent, ça irait mieux, eh bien, au moins à ce niveau-là, de mélanger des corporations, ça permet très rapidement, par le témoignage et par le transfert d'émotions, de rompre immédiatement et de permettre de créer un terreau où la seule chose qui est commune à tous les êtres humains, c'est les émotions. Merci Jean-François. Elsa, une autre question? Oui, je poursuis sur les questions. Alors, il y a Sophie Marceau qui voulait savoir, donc par rapport aux formations, combien de jours en moyenne les agriculteurs qui ont témoigné se consacrent à la formation? Et dans le même cadre, qu'en pense leur éventuel associé en termes de temps consacré à la formation par rapport au temps qu'ils ne consacrent pas forcément sur la ferme? Marie ou Philippe, vous voulez répondre? Moi, c'est des formations, bien souvent, c'était des formations de jours. Moi, c'est des formations que je fais en hiver, donc ça me pose pas de souci. Moi, comme je suis plus que céréalier, ça pose pas de souci. Et puis, le fait que j'ai un salarié, s'il y a des choses à faire, c'est lui qui le fait. Bon, je suis pas là, quoi. J'ai pas d'associé. Oui, moi, pour ma part, c'est des formations, chacune, elle durait 4 jours. Et moi, pour mon activité apicole, je suis toute seule, donc ça ne gênait personne. Ok. Jean-François, peut-être un complément à apporter? Enfin, ce que je ressens, moi, derrière la question de la personne, c'est, écoutez, moi, dans ma situation, je m'autorise pas parce que va penser l'autre. Je continue à dire que on a beaucoup d'intérêt à investir 1, 2, 3, 4, 5 jours dans une formation de ce type-là, parce que ces 4 ou 5 jours peuvent... Alors, et je crois au mot que je vais utiliser là. Et peut-être Marie peut en témoigner, ce type de formation peut révolutionner une vie. Voilà. Et ces 3, 4, 5 jours investis peuvent faire gagner des dizaines de jours, des centaines d'heures de conflits, d'indécisions, voilà. Donc, je sais pas, cette personne qui a envoyé le message là, qu'elle se mette bien en tête que voilà, quelles sont ses priorités à elle, et que si elle va mieux, si elle est plus en équilibre, eh bien, elle apportera beaucoup plus au système dont elle fait partie. Merci Jean-François. Elsa? Alors, concernant les modalités des formations, donc on en a un peu parlé, il y en a certains qui ont dit qu'ils étaient passés 2 jours, 3 jours, du coup Bertrand de Dorcy voudrait savoir comment sont organisées ces formations en termes de jours. Est-ce qu'elles sont réparties sur 3 mois ou plus? Et elles sont constituées de théories, de témoignages. Et dernière question, est-ce que c'est cher?
Alors, Marie ou Philippe, il y en a un de vous deux qui veut répondre? Moi, la plupart étaient sous forme Vivea, prise en charge par le Vivea, où les formations MSA étaient gratuites. Et la formation MSA que j'avais fait sur le cultiver son bien-être au travail, donc c'était en lien avec un projet personnel et de l'ergonomie. Ça s'est étalé sur plusieurs mois, avec en gros, je crois que c'était il y a eu des périodes où je crois qu'il y avait six journées ou six grosses demi-journées quoi en fait, mais étalées sur une longue période. Aussi pour laisser le temps de la réflexion, le recul aussi par rapport à la formation. Parce que c'est vrai que concentrer une formation de ce type-là sur quelques jours, déjà c'est aussi pour apprendre à mieux connaître les autres participants, échanger avec eux pour qu'ils nous amènent des idées, et puis prendre du recul sur le contenu de la formation, quoi. Et il y avait aussi beaucoup d'intervenants. Là, si je prends cet exemple-là de formation MSA, la partie finale, c'était par rapport aux problématiques que chacun avait. Il y avait des conseillers ou des personnes de différents organismes qui étaient venus sous forme de un peu speed dating, ou je sais pas comment on peut appeler ça, un forum, si on veut, où on pouvait aller consulter les différentes personnes au moment le dernier jour de la formation, quoi. La pré-formation. D'accord. Oui, alors parfois les formations sont par module, deux jours de suite, et puis après on passe quelques mois et puis on fait encore 2 jours, ou alors c'est un jour par mois, ça dépend en fait, hein. Mais comme le disait Philippe, entre-temps, ça travaille, hein, ça fait une alchimie intérieure et ça nous fait bouger. Et ce qu'il y a de merveilleux aussi, ce que je voudrais rajouter, c'est que, bon, là, nous sommes un groupe à la FRGEDA du Limousin où on fait ces formations ensemble. Ça crée vraiment des liens particuliers entre nous, comme si on faisait partie d'une famille. Ça crée quelque chose d'intime parce que tout ce qui se passe dans les formations ne sort pas à l'extérieur. Donc, nos conjoints, nos amis ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe, mais ça crée vraiment des liens très très forts, et à chaque fois on est très heureux de se retrouver et de voir comment on a évolué par rapport à la dernière fois. D'accord. Merci Marie. Elsa, y a-t-il d'autres questions? Oui, on a une question. Alors, on a beaucoup parlé des formations. Et j'ai une question. Alors, y a-t-il des outils permettant de mieux se connaître, et peut-on le faire en s'appuyant sur un collectif? Qui souhaiterait répondre à cette question? Peut-être Jean-François? Jean-François qui a un avis sur tout et qui est là pour ça. Oui, alors, apprendre à se connaître, la question c'est, peut-on s'appuyer sur un collectif pour apprendre à se connaître? C'était ça, Elsa? On peut le faire au sein d'un collectif. Voilà. Voilà. Donc, ma vision des choses à moi, c'est très honnêtement, ça ne peut que se faire au sein d'un collectif. Alors, je suis très sectaire là-dessus, mais alors je reprends une émotion, mais comment voulez-vous être en colère et travailler votre colère si vous avez personne en face qui vous met en colère? Je sais pas, on prend n'importe quelle personne, on la met sur une île déserte, elle est en contact avec personne, comment elle va savoir qui elle est? Qu'est-ce qu'elle va vivre qui va interférer avec elle pour lui montrer qui elle est, comment elle réagit, voilà. Donc, à mes yeux, le principe des formations, alors que j'organise moi, c'est vraiment essayer de coller le plus possible aux besoins des participants et le plus possible en groupe, parce que Marie en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais il y a une espèce d'alchimie qui se met en place. Et dans les groupes, on a toujours le bavard, le moins bavard, et ce que le moins bavard n'aurait jamais dit, le bavard va le dire, et ça va faire écho, et le moins bavard va bénéficier de tout ce travail, de tous ces échanges, alors que lui, tout seul, chez lui, ou lui, tout seul, en vis-à-vis avec un thérapeute, n'aurait peut-être même pas abordé le sujet parce qu'il n'en était même pas conscient. Donc, moi, je fais vraiment la promotion du travail en groupe,
des formations en groupe, des expériences en groupe, c'est vraiment, je pense, la clé de la réussite, parce que ça fait gagner un temps infini. Voilà. Merci Jean-François. Marie-Philippe, vous avez parlé de formation pour apprendre à mieux se connaître. Est-ce qu'il y a d'autres outils que les formations que vous auriez utilisées pour apprendre à mieux vous connaître? Je dirais que moi, quand on fait des formations comme ça, PNL, moi je suis très très curieuse. PNL, EFT, Ennéagramme, moi ça me donne envie je vais chercher sur Internet davantage d'informations, j'achète des livres, j'étudie, voilà, les outils, après on les cherche nous-mêmes. On a une base, des outils qui nous sont donnés, qu'on réutilise régulièrement, mais après, si on veut approfondir, c'est à nous de faire nos propres recherches. Merci Marie-Philippe. Vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce que Marie vient de dire? Ce que j'avais expliqué tout à l'heure, après dans les outils que je connais, après les autres je connais pas forcément, c'était l'outil avec les cartes sur les forces, pour apprendre à mieux se connaître. Et puis je pense que pour apprendre à mieux se connaître, c'est quand je parlais de communication assertive, c'est-à-dire une communication plus équilibrée avec les autres. Ça, je pense que c'est la base, parce que si on échange mal avec les autres, c'est sûr qu'on perd une partie de l'information, ou on la transforme, voilà. Donc, en tout cas, dans les outils que j'ai déjà utilisés ou testés en formation, ça serait ça, pour moi, le plus important. Voilà. Merci Philippe. Elsa, d'autres questions? Alors, c'est pas une question que j'ai, c'est un message de félicitations, où Véronique me dit bravo pour votre émission, je rebondis sur les propos de Jeff et encourage chacun à se former. Effectivement, ces formations changent une vie. Bien à vous. Donc un autre encouragement à poursuivre ce travail. Merci. Tu en avais d'autres? Non, c'était à peu près tout. Alors moi j'en avais une autre. Jean-François, on a demandé à Marie et Philippe des exemples. Est-ce que vous auriez un exemple de décision complexe que vous avez dû prendre récemment et comment vous vous y êtes pris? Alors, oui, mais des décisions... j'ai la chance d'avoir une vie assez riche. Alors, je vais prendre une décision qui date un petit peu, mais qui est assez marquante et dont l'issue est assez chouette. Lorsque j'ai découvert la PNL, en fait, si j'ai été vers la PNL, il n'y a pas de secret. Toute personne qui dirige vers un processus pour devenir thérapeute, il va avant tout pour elle. Ça, c'est encore une croyance de ma part. Et moi, je m'en cache pas. Je suis rentré dans la PNL par la porte du patient, de celui qui en avait besoin, parce que j'avais tout ce qu'il fallait pour réussir dans ma vie, tout ce que matériellement on m'avait dit d'avoir. Voilà. J'étais en couple, j'avais les jolies voitures, celle pour le dimanche, celle pour la chasse, j'avais un bon boulot, j'avais ma ferme à côté, enfin, j'avais tout. Matériellement, j'avais tout pour être heureux et pourtant, j'étais pas heureux. Voilà. Et donc, lors de mon cursus PNL, j'ai pu mettre le doigt sur quelque chose dont j'étais plus conscient. C'était ce désir d'être papa, ce désir d'avoir des enfants et voilà. Et par le biais d'un questionnement PNL qui a duré 40 minutes, voilà, j'ai fait le choix de rentrer chez moi et d'avoir une discussion, comme disait Philippe, où j'étais dans l'écoute et où j'allais être écouté par mon ex-épouse. Voilà, je lui ai demandé si oui ou non elle pouvait envisager d'avoir des enfants, parce que ça faisait 11 ans qu'on était ensemble et que depuis le début de notre relation, elle m'exprimait qu'elle ne voulait pas d'enfants, mais les jours passant, c'est quelque chose qui m'était sorti de la tête complet. Et suite à sa réponse qui a été non, j'ai mis fin à une relation de couple de 11 ans où il n'y avait jamais eu de heurts, jamais. Donc, quand vous parlez de décisions importantes, faire ça, il a fallu que j'aille contre mes croyances, contre
on se sépare pas. J'étais issu d'une famille agricole très ancrée. C'est quand on se marie, c'est pour la vie. Enfin bref. Mais en 40 minutes, j'ai pris cette décision. Cette décision, je l'ai prise il y a 11 ans. Voilà. Et à l'issue de cette décision, si les auditeurs ont bien du réseau, là, ils nous entendent bien, c'est que lorsqu'on prend une décision, on impacte les autres automatiquement. Et c'est pas parce qu'une personne va se rouler par terre en vous disant je vais me suicider, tu me laisses tomber, je vais me suicider, que c'est forcément mauvais pour elle. Parce qu'à l'issue de ça, 2 ans et demi plus tard, moi j'étais à nouveau en couple avec quelqu'un avec un projet d'enfant, et mon ex-épouse, elle, a tellement été choquée par notre séparation qu'elle a entamé un cursus de thérapie, et elle a enfin pu avouer à quelqu'un qu'elle s'était faite violer par son grand-père, et que si elle voulait pas d'enfants, en fait, c'était pour éviter que ses enfants subissent ça. Donc le meilleur moyen que ses enfants soient pas violés, c'était de pas en avoir. Résultat des courses, aujourd'hui mon ex-épouse est maman, et nous sommes dans des termes incroyablement bons, parce que, comme elle me dit régulièrement, tu m'aurais pas laissé tomber, je me serais jamais fait aider, je n'aurais jamais eu d'enfant. Et moi non plus d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je suis papa de 3 beaux garçons. Voilà. Donc, je sais pas si cet exemple est parlant, mais en 40 minutes, quand vous arrivez à, juste parce que la PNL, c'est pas mignon, en fait. C'est très mécanique, et ça bouge l'état de conscience, et 40 minutes de questionnement. Ok. Allô? Oui. Ah, on avait été coupé. Ben, merci beaucoup. Oui, ça nous permet ce témoignage nous permet de bien mettre le doigt sur la nécessité de pouvoir se connaître pour prendre des décisions, et que ça impacte automatiquement notre entourage. Exactement. Et Marie, j'avais une question parce qu'on parlait du fait que le bien-être est genré, des thématiques un peu de formation, et parfois on a un peu, c'est certainement une croyance, que c'est un peu pour les bonnes femmes. Alors je voulais savoir s'il y avait des hommes dans les formations que vous aviez suivies, et est-ce que vous trouvez qu'elles sont adaptées aux deux publics? Alors, les formations que nous avons fait là avec la FRGDA du Limousin, je peux dire qu'il y avait autant d'hommes que de femmes, et justement c'était très riche, parce que oui, c'est vrai, là, bon, moi je donne des formations de feng shui et de géobiologie, et en général j'ai beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mais là, avec la FRGDA de la Nouvelle-Aquitaine, toutes les formations que nous avons faites, il y avait autant d'hommes que de femmes, et c'était vraiment très riche à ce niveau-là, parce que c'est vrai que les hommes en général ne parlent pas trop de leur émotion, et lors de ces formations, ils se sont livrés ouvertement, librement, et dans la bienveillance. Ça a été très riche pour tout le monde. Merci Marie. Et Philippe, que diriez-vous à un agriculteur qui hésiterait à se former? Par où est-ce qu'il devrait commencer selon vous? Qu'est-ce que je dirais? Ça dépend des formations. C'est vrai qu'il y en a certaines où il y avait beaucoup plus, si je prenais mieux travailler ensemble, qui s'adressaient plus à des gens qui voulaient se regrouper, ou là ça s'adressait il y avait autant d'hommes que de femmes, ou voire plus d'hommes. Oui. Après, peut-être de démarrer par moi, ce qui est ressorti quand on a travaillé avec la MSA, c'était les problèmes de communication. Donc travailler sur la façon de communiquer avec les autres peut-être, parce que c'est la base. Et puis après, un des sujets d'accroche, il y avait l'organisation ou le temps de travail aussi, qui peuvent mener à d'autres, qui peuvent aider à se concentrer sur des sujets qui pour un agriculteur sembleraient être plus des sujets pour les femmes, alors qu'en fait ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Hein. Oui. Merci Philippe. Elsa, est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées, ou est-ce que les auditeurs qui sont présents, Muriel, Antoine, est-ce que vous avez des questions? Non, bon, si personne d'autre a de questions, on va pouvoir clôturer cette première radio bien-être. Merci Marie, Philippe et Jean-François pour vos témoignages et votre participation. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés, d'avoir posé des questions.
Vous retrouverez prochainement un compte-rendu de la radio sur le site internet de Tram et nous mettrons également le podcast, donc l'enregistrement sur le site. Voilà, je voulais juste préciser que cette radio, elle a été réalisée avec l'appui de Elsa qui vous a posé les questions, mais également Muriel Astier, Violaine Desage et Antoine Carré, qui sont des membres de l'équipe projet de Tram et que vous n'avez pas entendu aujourd'hui. Et ben voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne après-midi et à bientôt pour la prochaine Radio Bien-être.